Ma sœur a exigé que je lui donne mon nouveau-né. Parce que sa voyante a dit que le bébé était son enfant réincarné. J'ai souri, je lui ai tendu une poupée. Et je lui ai fait signifier une ordonnance d'éloignement permanente. La main de ma sœur était déjà en train de se refermer sur la poignée du berceau. Quand j'ai dit à l'infirmière d'appeler la sécurité. Et le plus étrange, la partie que les gens ne croient jamais quand je raconte cette histoire, c'est que je n'avais pas peur. J'étais prête. Je savais que ce moment précis allait arriver depuis 6 jours, et j'avais une poupée. Enveloppée dans une couverture d'hôpital. Qui attendait dans mon sac de nuit exactement pour cette raison. Reine, ai-je dit, éloigne-toi de ma fille. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée là, sous la lumière fluorescente de la salle de réveil. Vêtue d'un cardigan avec un sac en toile des services d'Ascension Vasco encore passé sur une épaule. Tenant une feuille imprimée pliée dans sa main libre comme si c'était une assignation à comparaître. Ses yeux étaient humides et en même temps complètement calmes. Ce qui était en quelque sorte pire que si elle avait hurlé. « Je sais de quoi ça a l'air », a-t-elle dit. « Mais elle n'est plus à toi. » Cali. Pas vraiment. Delphine l'a confirmé ce matin. La tache de naissance sur sa cheville gauche. Le petit croissant, c'est la marque. C'est la marque de June. Elle est revenue. J'avais 11 heures de travail et 40 points de suture qui me séparaient de la force qu'il aurait fallu pour me lever. Et je me suis levé quand même. Le moniteur à côté du lit continuait de biper mon propre rythme cardiaque, trop rapide. Et quelque part dans le couloir, un autre nouveau-né pleurait. Et rien de tout cela n'avait autant d'importance que de sortir ma fille de ce berceau. Avant que la main de ma sœur ne se referme dessus. J'ai soulevé le petit paquet emmailloté. Avec des mains qui avaient dépassé le stade des tremblements pour atteindre quelque chose de plus froid et de plus stable. Et j'ai mis à la place dans les bras de ma sœur une poupée, Reborn, à $50. Commandée 6 jours plus tôt. La nuit même où Reine avait mentionné pour la première fois une tache de naissance dont elle n'avait aucun moyen légitime de connaître l'existence. Elle n'a même pas baissé les yeux vers la poupée. C'est ce détail qui m'a tout révélé. Elle ne cherchait pas un bébé. Elle cherchait une permission. Ce que j'ignorais encore. Debout là dans une blouse d'hôpital avec ma véritable fille pressée contre ma poitrine derrière le rideau d'intimité. C'est que la femme qui attendait près des ascenseurs, celle que ma sœur appelait sa guide, avait déjà choisi cette semaine précise 4 mois plus tôt, et y avait mis un prix, 34 000 $. Payable sous 10 jours. Je ne trouverai la facture que 11 jours plus tard. J'avais été infirmière en salle de travail et d'accouchement pendant 9 ans. Au moment où j'ai eu ma propre fille. Ce qui signifiait que j'avais vu des centaines de familles se défaire et se reformer dans la même pièce. Parfois dans la même heure. Je pensais comprendre le deuil. Je pensais comprendre ma sœur. Reine avait 3 ans de plus que moi. Le genre de grande sœur qui me laissait dormir dans son lit pendant les orages et qui, plus tard, s'est portée garante pour mon premier appartement sans poser une seule question sur ma solvabilité. Elle a épousé un homme calme et stable nommé Milo, qui restaurait des motos classiques dans leur garage le week-end. Et 2 ans avant la naissance de ma fille, Reine a donné naissance à une petite fille qu'elle et Milo ont appelée Junie, à 38 semaines. Parfaitement formée, et mort-née pour des raisons qu'aucun médecin, sur l'insistance de Milo, n'a jamais réussi à expliquer à leur satisfaction. Il n'y avait pas d'infection, pas d'accident de cordon, pas de diagnostic. Juste une pièce qui est devenue silencieuse au lieu d'être bruyante. Et une famille qui ne s'est jamais complètement remise de cette différence. J'ai fait ce que je pensais qu'une sœur était censée faire. Je suis resté avec elle. J'ai apporté de la soupe qu'elle n'a pas mangée. J'ai regardé avec elle des épisodes d'une émission de pâtisserie qu'elle ne regardait pas. J'ai appris à laisser un silence s'installer dans une pièce sans me précipiter pour le combler. Je lui ai répété encore et encore que rien de tout cela n'était de sa faute. Ce qui était vrai est aussi inutile, car le deuil se moque de ce qui est vrai. Aux alentours du 8e mois, Reine a commencé à voir une femme nommée Delphine Vasco, qui se présentait en ligne comme une médium spécialisée dans le deuil et une guide en continuité de réincarnation.
Au début, ce fut une seule séance, $200. 1 heure dans un bureau loué avec des lampes tamisées et une playlist de bruits d'océan. Delphine disant à Rennes que l'esprit de Junie était toujours proche. Toujours à l'affût d'une porte pour revenir. Personne dans la famille ne s'y est vraiment opposé. Cela semblait inoffensif. Honnêtement, cela semblait être quelque chose qui pourrait aider. Je me souviens de Rennes revenant de ce premier rendez-vous. Plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois, fredonnant en réorganisant son étagère à épices. Et je me suis dit, avec un réel soulagement, que c'était peut-être à ça que ressemblait le fait de tourner la page. J'ai remarqué des choses auxquelles je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. La façon dont Rennes a commencé à tout photographier lors des dîners de famille. Une bougie qui se consumait trop, un oiseau devant la fenêtre. Ma main posée sur mon propre ventre de femme enceinte à 6 mois, une tasse de thé ébréché qui, selon elle, dégageait quelque chose. Puis elle envoyait les photos par texto à quelqu'un avant même d'avoir fini sa phrase. La façon dont elle gardait maintenant son téléphone face cachée sur les tables. Ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. La façon dont elle a dit plus d'une fois, avec un petit rire qui n'en était pas vraiment un. Delphine sait toujours exactement quand j'ai le plus besoin d'elle. La façon dont les forfaits de lecture ont reçu des noms comme « cartographie du fil de l'âme » et ont commencé à coûter des milliers au lieu de centaines de dollars. Et personne dans la famille ne demandait d'où venait l'argent. Parce que personne dans la famille ne voulait être celui qui ferait pleurer Rennes à nouveau. Je me suis dit que c'était une phase. Je me suis dit que le deuil prend des formes étranges, et qu'il finit par s'adoucir. Je me suis dit que Milo dirait quelque chose si la situation avait dégénéré. Ne comprenant pas encore à quel point il avait passé les 2 dernières années à espérer tranquillement la même chose. J'étais à 3 jours de ma date d'accouchement quand Rennes s'est présenté à ma baby shower avec un sac cadeau qui contenait. En fait, une brochure imprimée pour quelque chose appelé la « retraite de continuité de la réincarnation ». Et j'en ai ri devant 12 membres de ma famille. Parce que je ne savais pas encore à quel point cette brochure était proche de devenir une facture. Avec la date de naissance de ma fille inscrite tout en haut. La première fissure est apparue la semaine après l'hôpital, et elle n'était pas légale. Elle était sociale, et elle était bruyante. Et elle s'est produite à la table de la cuisine de ma mère. Autour d'un rôti que personne n'a fini par manger. En regardant les visages de tout le monde ce dimanche-là. Je me suis dit que ce n'était qu'une famille étant une famille. Désordonnée, divisée le long de vieilles lignes de faille. Disant sous le coup de la colère des choses qu'il regretterait plus tard. Ma mère, Gite, était assise avec les mains si étroitement jointes que ses jointures étaient devenues blanches. Et elle a prononcé le mot « réaction excessive » 3 fois distincte avant que j'arrête de compter. Elle a perdu un enfant, Cali, a dit ma mère, sans vraiment me regarder. Tu as ta fille. En sécurité dans tes bras en ce moment même. N'aurais-tu pas pu trouver un autre moyen? Il n'y avait pas d'autre moyen, ai-je dit. Elle avait la main sur le berceau. Elle ne l'aurait jamais vraiment prise. Ma tante est intervenue, tordant une serviette sur ses genoux comme si elle lui devait quelque chose. Tu connais ta sœur. C'est le deuil qui parle. Une ordonnance d'éloignement? C'est ce que tu fais à un étranger. Pas à ta famille. Elle avait un document imprimé, ai-je dit. Elle avait un nom pour ça, transfert de garde spirituelle. Elle l'avait fait notarier. La table est devenue silencieuse de cette manière particulière qu'une pièce devient silencieuse. Quand tout le monde a déjà décidé contre qui ils sont en colère et que les faits ne les feront pas changer d'avis. Mon cousin a regardé son assiette. Personne n'a demandé qui était Delphine. Ou pourquoi ma sœur avait une femme en numérotation rapide qui pouvait apparemment produire un document d'apparence légale du jour au lendemain. C'était plus facile d'être en colère contre moi. J'étais là. C'est moi qui avais appelé la sécurité. Je me suis dit que ça passerait une fois que tout le monde se serait calmé. 4 nuits plus tard, ma caméra de sonnette a filmé une femme dans une berline grise. Garée de l'autre côté de la rue en face de ma maison pendant 2h11. Moteur éteint, phares éteints, ne bougeant que pour vérifier son téléphone. Je n'ai pas reconnu la voiture.
J'ai reconnu le cardigan. Mon estomac s'est noué en regardant ces images à 23 heures, avec mon mari, Théo. Debout derrière moi, sa main serrée sur mon épaule. J'ai appelé Ren directement le lendemain matin, ma voix plus stable que je ne me sentais. Et je lui ai demandé clairement d'arrêter. Jamais je ne ferai ça, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée exactement sur le mot jamais. D'une manière qui m'aurait ému 2 mois plus tôt. Tu es paranoïaque. C'est la faute de maman, honnêtement? De prendre ton parti comme si tu étais la victime ici. J'ai raccroché. Mes mains n'ont pas cessé de trembler pendant 1 heure. L'ordonnance temporaire est devenue permanente lors d'une audience qui a duré 4 minutes de trop. Parce que l'avocat de Ren a tenté sans succès de faire valoir que le document de transfert de garde spirituelle n'était pas une preuve d'intention. Mais juste le mécanisme d'adaptation d'une femme en deuil qui avait dérapé. Saria Bloom, mon avocate, l'a quand même versé au dossier. Avec le journal des incidents de la maternité et une déclaration de l'infirmière en chef qui était dans la chambre. Le juge Corwin Ashby a lu le document lui-même avant de statuer. Le retournant une fois comme pour s'assurer qu'il ne se méprenait pas. Et a demandé directement à Ren si elle avait, en fait, cru avoir un droit légal sur un enfant qui n'était pas le sien. Ren a dit oui, doucement, mais elle l'a dit. Le juge Ashby n'a pas été ému. Il a signé l'ordonnance. A dit clairement à ma sœur que le deuil n'était pas une défense légale pour mettre la main dans le berceau de quelqu'un d'autre. Et a fixé les conditions à 500 pieds, sans exception, pour 2 ans. Avec révision possible par la suite. Je me suis dit que l'ordonnance mettrait un terme à tout cela. Un morceau de papier, un mur légal. Et Ren obtiendrait enfin le genre d'aide qui n'a rien à voir avec la lueur des bougies et les bruits d'océan. Au lieu de cela, ma mère a publié quelque chose sur les réseaux sociaux que je n'ai découvert que parce qu'un cousin m'a envoyé une capture d'écran. Un paragraphe sur la façon dont certaines personnes instrumentalisaient le système judiciaire contre leur propre sang. Et les commentaires en dessous se sont remplis de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Tous certains de savoir exactement quel genre de personne j'étais. 11 jours après la naissance, le superviseur de la sécurité de l'hôpital, Dal Whitfield, m'a appelé à la maison. Il avait remarqué, dans un registre d'accès par badge, que quelqu'un correspondant à la description de Ren s'était attardé près de l'entrée des familles de la maternité 2 fois cette semaine-là. Sans jamais franchir le seuil, sans jamais violer techniquement la lettre de l'ordonnance. Légalement, c'est une zone grise, m'a-t-il dit, l'air désolé. Elle n'a pas établi de contact, mais je voulais que vous le sachiez. Ma gorge s'est serrée d'une manière qui n'avait rien à voir avec les larmes. Je l'ai signalé quand même. L'agent de la ligne non urgente m'a dit gentiment qu'il n'y avait pas grand-chose à consigner sans contact direct. Je me disais encore que c'était une sœur qui perdait pied toute seule. Je ne comprenais pas encore qu'elle n'était pas du tout seule dans sa chute. Quelqu'un s'était tenu très discrètement derrière chaque étape de ce processus. Observant le calendrier, attendant que le solde soit dû. Et 3 nuits plus tard, Milo s'est présenté à ma porte avec une boîte en carton dans les bras. Et une expression sur le visage comme celle d'un homme qui dépose enfin quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps pour en sentir le poids. Milo se tenait sur mon porche, dans une veste qui ne lui allait plus comme avant. Comme si le deuil et le secret lui avaient tous deux fait perdre des kilos. De la même manière lente. Ses jointures étaient écorchées à vif par un cadre de moto sur lequel il avait clairement passé son stress dans le garage. Il faut que tu vois ça avant que je perde courage, a-t-il dit. Et il a posé la boîte sur la table de ma cuisine comme si elle pouvait exploser. À l'intérieur se trouvaient 20 mois de reçu des services d'Ascension Vasco, arrangés par Milo. S'est-il avéré, par ordre chronologique? Car une partie de lui avait apparemment documenté cela depuis plus longtemps qu'il ne l'avait admis à lui-même ou à quiconque. La première facture était de $200 pour une seule séance. Datée de 11 jours après les funérailles de Junie. 6 mois plus tard, un forfait, cartographie du fil de l'âme, pour $5,000. Payé en 2 versements. Après cela, des frais moins importants toutes les quelques semaines. $60 par-ci, $200 par-là. Décrit uniquement comme « session de maintenance de la continuité ».
Un goutte-à-goutte lent et régulier conçu, comme je l'apprendrai plus tard de Reyes. Pour maintenir la garde d'un client baissé entre les demandes plus importantes. Et tout en haut, daté de la semaine suivant ma date d'accouchement, une facture de 34,000 $. Retraite de continuité de la réincarnation, acompte du sous 10 jours. Avec une ligne de mémo de paiement qui disait, de la propre main de Delphine. Étape de transition du bébé. Elle payait les petites sommes avec un compte courant séparé, à 10 000 €. Sans vraiment croiser mon regard. Un compte dont j'ignorais l'existence jusqu'à il y a 3 semaines. J'ai trouvé les relevés pliés dans un livre sur le deuil qu'elle garde près du lit. Je ne lui ai rien dit. J'ai juste commencé à tout copier. Petit à petit, en me disant que j'étais prudent au lieu d'être un lâche. Je me suis dit, pendant peut-être 30 secondes, que c'était un problème distinct. Un problème financier, mêlé à la frayeur pour la garde, mais pas la même chose. Puis j'ai relu la ligne du mémo 2 fois de plus et j'ai compris que ce n'était pas du tout distinct. Delphine n'avait pas réagi à la naissance de ma fille. Elle l'avait planifié des mois à l'avance. De la même manière qu'une entreprise planifie une date de renouvellement. Elle a contracté un prêt sur la valeur nette de la maison, à 10 000 € doucement. Sans croiser mon regard. J'ai trouvé les papiers en avril. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû le dire à quelqu'un plus tôt. Je n'arrêtais pas de penser que si j'attendais. Si je l'aimais à travers cette épreuve, elle redeviendrait elle-même. Sa voix s'est amincie jusqu'à devenir presque inaudible. J'ai regardé ma femme disparaître un peu plus chaque mois. Et je me suis dit que j'étais patient. J'ai essayé de parler de finances avec Reine 2 jours plus tard, doucement, au téléphone. Et elle a mis fin à la conversation avant que j'aie fini ma deuxième phrase. C'est ma façon d'investir dans ma guérison, a-t-elle dit comme si elle le récitait. Tu n'as pas à juger la façon dont je vis mon deuil. J'ai raccroché, la facture encore floue dans mes mains. Et cette nuit-là, incapable de dormir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher d'autres noms liés au service d'Ascension Vasco. Et j'ai trouvé le premier fil qui m'a dit que ma sœur n'était pas la seule. Le forum était petit, non modéré. Principalement des parents qui avaient perdu des nourrissons et qui s'échangeaient des liens de soutien. Et enfoué à 4 pages de profondeur dans un fil de discussion sur les médiums prédateurs. Une femme nommée Petra Linfist avait posté une capture d'écran d'une facture qui m'a glacé le sang. Même mise en page, même phrase, étape de transition, dans la ligne de mémo. Un nom de médium différent en haut. La facture de Petra provenait de quelqu'un se faisant appeler Sœur Delphine. Un nom de pratique différent. Mais le langage était suffisamment identique pour que cela ressemble à un modèle. Pas à une coïncidence. Je lui ai envoyé un message à 1 h du matin, et elle m'a répondu dans l'heure. Comme si elle attendait depuis des années que quelqu'un lui pose la question. Elle m'a contacté 3 semaines avant le premier anniversaire de mon fils. Après le décès de ma fille, a écrit Petra, précisant que le moment n'était pas un hasard. Elle voulait 40,000 $ pour une retraite qui permettrait à ma fille de compléter son retour à travers mon fils. J'ai payé la compte avant de comprendre ce que j'avais sous les yeux. Un homme nommé Colombe Chéant a répondu sous son message 1 heure plus tard avec presque la même histoire. Un montant différent, un enfant décédé différent. La même spécificité troublante concernant l'anniversaire d'un frère ou d'une sœur vivant. Colombe avait perdu un fils de 11 semaines du syndrome de la mort subite du nourrisson. Et lorsque la femme de son frère a annoncé une grossesse 14 mois plus tard. Sœur Delphine l'avait contacté sans qu'il le demande, a-t-il dit. Comme si elle avait tenu un calendrier avec un cercle rouge autour de la date d'accouchement. Il avait payé 18,000 $ avant qu'un ami ne le persuade finalement d'arrêter. J'ai fait défiler plus loin et j'ai trouvé un 3e témoignage. Posté près d'1 an plus tôt et largement ignoré. Une femme qui n'avait jamais donné son nom, seulement des initiales. Décrivant une coordinatrice de continuité qui demandait des photos du nouveau-né d'un parent vivant pour une comparaison énergétique, quelques jours après l'annonce d'une naissance. Puis qui fixait le prix d'un forfait de retraite avec un acompte à 5 chiffres. Dû avant que le bébé n'ait 2 semaines. Personne n'avait répondu à son message.
Elle avait cessé de répondre à son propre fil de discussion après 3 messages. J'étais assise à la table de ma cuisine à 2 heures du matin, ma fille endormie à l'étage. Et j'ai senti quelque chose changer dans l'histoire de deuil que je m'étais racontée pendant 2 ans. Que c'était la tragédie privée de ma sœur. Quelque chose entre elle et son propre cœur brisé. Ce n'était pas privé. C'était un modèle, avec un modèle économique, un scénario. Et une date limite qui avait failli me coûter mon nouveau-né. J'ai déposé une plainte via un site d'avis de consommateur le lendemain matin, par pur instinct. Je l'ai regardé rester non modéré pendant une semaine. Puis je l'ai vu disparaître discrètement de la page. Aucune explication donnée. Quelqu'un faisait le ménage derrière Delphine. Bien avant qu'une agence avec un réel pouvoir ne s'en mêle. Je suis allé chez Rennes ce jeudi-là avec la facture et les captures d'écran de Petra imprimées. Mes mains pas tout à fait stables sur le volant. Et quand j'ai tout étalé sur le comptoir de sa cuisine, ma sœur est devenue très immobile. D'une manière que je ne l'avais jamais vue auparavant. Pas une immobilité de colère. Pas la version du silence qu'elle utilisait quand elle se préparait à une dispute. Mais l'immobilité de quelqu'un qui regarde un sol, qu'elle avait cru solide pendant des années. Se révéler n'être qu'une peinture sur du vide. Elle a d'abord pris la capture d'écran de Petra, a lu la ligne du mémo 2 fois. Et l'a reposée comme si elle était devenue brûlante dans sa main. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit. Mais il n'y avait plus aucune conviction dans sa voix. Juste la forme d'une phrase qu'elle avait dite si souvent qu'elle sortait toute seule. Lis les dates, ai-je dit. Et je me suis forcé à garder ma voix calme, même si mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Elle a envoyé à Petra presque exactement la même offre. Programmée pour presque exactement la même étape. 18 mois avant même de te rencontrer. 62,000 $, a finalement dit Rennes si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. C'est ce que je lui ai donné depuis Juni. J'ai pris le prêt sans le dire à Milo. J'avais déjà épuisé nos économies avant ça. Son visage s'est décomposé, comme il ne l'avait même pas fait à l'enterrement. Je ne savais pas qu'il y en avait d'autres. Elle m'a dit que j'étais spécial. Elle m'a dit que j'étais la seule pour qui elle avait vu une correspondance aussi claire. Elle m'a dit que la plupart des gens n'ont pas du tout de seconde chance. Et que je devrais être reconnaissante d'en avoir une. Pour la première fois depuis l'hôpital, je ne regardais pas ma sœur. L'étrangère manipulée qui avait tendu la main vers le berceau de ma fille. Je regardais Rennes, ma vraie sœur. Assise au milieu des décombres d'une escroquerie qui avait duré 2 ans. Et quelque chose dans ma poitrine, qui s'était préparé à un combat tout le mois. s'est finalement détendu en quelque chose de plus proche de mon propre deuil. Son téléphone a vibré sur le comptoir entre nous. Elle a baissé les yeux vers lui et j'ai vu son visage changer. Pas le choc, quelque chose de pire. Quelque chose de plus proche d'un réflexe qu'elle ne pouvait pas encore complètement éteindre. Même maintenant, le nom de Delphine illuminait l'écran. Cérémonie confirmée pour vendredi. Apporte le solde. La fenêtre ne reste pas ouverte éternellement. Je dois y aller, a dit Rennes, en tendant la main vers le téléphone. Rennes. Je dois y aller, a-t-elle répété. Et cette fois, cela ne ressemblait pas à du deuil. Cela ressemblait à quelque chose qui avait encore ses griffes en elle. L'avocate Saria Bloom, la femme qui s'était occupée de mon ordonnance d'éloignement, a été celle qui m'a dit d'arrêter de traiter cela comme une affaire de famille et de commencer à le traiter comme un crime financier. Et c'est elle qui m'a mis en contact avec l'enquêteur Aldi Reyes de l'unité d'exploitation financière de l'État. 2 jours plus tard. Reyes avait 11 ans d'expérience dans les enquêtes sur l'exploitation des adultes vulnérables. Une voix basse et patiente, et un dossier qui, au moment où nous nous sommes assis dans son bureau, était déjà plus épais que ce à quoi je m'attendais. Delphine Vasco n'est pas une inconnue pour nous, a-t-il dit en faisant glisser une impression sur la table. 6 plaintes antérieures dans 3 États sur 4 ans. Toutes classées sans suite parce que chaque client a refusé de témoigner au moment de signer une déclaration. La honte fait beaucoup de travail pour les gens comme elle. Le deuil aussi. Il nous a expliqué la piste administrative que son bureau avait déjà assemblée.
sans jamais avoir de témoins vivants à y rattacher. Des enregistrements d'entreprises sous 2 noms de pratiques différents. Une SARL dissoute dans un État voisin. Et un profil de clients qui avaient chacun perdu un enfant et vu un nouveau-né apparaître dans leur vie dans les 18 mois. La détective Naomi Castellan, 14 ans à la division des crimes financiers, s'est jointe à la 2e réunion et a exposé les choses clairement. Une facture, un message sur un forum, et un dossier de vieille plainte ne suffisaient pas en soi. Les procureurs avaient besoin d'une chaîne de possession claire pour chaque document. D'un témoignage corroborant d'au moins une autre victime prête à témoigner officiellement. Et idéalement, de Delphine elle-même enregistrée en train de répéter les allégations spécifiques. La tâche de naissance, le calendrier, la pression. Dans un contexte qui tiendrait devant un jury au lieu de s'effondrer en un « parole contre parole ». Comme les 6 dernières plaintes. Castellan avait déjà contacté Petra Linfist, qui avait accepté, tremblante mais résolue, de faire une déclaration formelle. Colombe Chéan a dit qu'il témoignerait si nécessaire, mais a demandé discrètement s'il y avait un moyen de le faire sans que la famille de son frère ne découvre combien il avait dépensé. Ce qui signifiait qu'ils avaient besoin que Ren entre dans la cérémonie de vendredi en portant un micro. « Je le ferai », a dit Ren avant même que l'on ait fini d'expliquer ce qu'il lui en coûterait de s'asseoir en face de Delphine une fois de plus et de prétendre pendant 45 minutes qu'elle croyait encore. « Vous n'avez pas à décider cela aujourd'hui, lui a dit Reyes doucement. « Je l'ai déjà fait, a-t-elle dit. Elle a utilisé ma fille pour voler ma nièce. Je veux l'entendre le dire à voix haute. J'étais assise là, dans cette salle de conférence empruntée. Et j'ai posé à Reyes la question que je retenais depuis que la boîte en carton de Milo avait atterri sur la table de ma cuisine. Comment Delphine avait-elle su pour la tache de naissance? Une petite marque en forme de croissant sur la cheville de ma fille. Quelque chose de visible pendant peut-être 40 minutes avant qu'une infirmière ne le note dans le dossier. Reyes n'a pas eu à deviner. Les relevés téléphoniques de Théo, obtenus par Subpena la veille, montrait le SMS de groupe familial qu'il avait envoyé depuis la salle de réveil. Moins de 20 minutes après la naissance. Une seule photo du pied de notre fille envoyée à 11 personnes, dont Ren, qui avait apparemment été formée pendant 2 ans à transférer instantanément chaque photo pour un « suivi spirituel ». Sans exception, de jour comme de nuit. Delphine n'avait pas vu l'avenir. Elle avait vu la conversation de groupe avant même que j'aie fini d'être recousu. Vendredi est arrivé avec une double échéance. Le solde de 34,000 $ de Delphine dû à minuit. Et selon 2 autres messages de forum qui ont fait surface ce matin-là. Une rumeur selon laquelle les services d'Ascension Vasco étaient déjà en train de changer discrètement de nom dans un autre état. Avec un camion de déménagement aperçu devant son bureau loué le week-end précédent. Si nous attendions, nous a dit Reyes, il pourrait ne plus y avoir de version de Delphine à attraper. Et 6 autres familles continueraient de croire qu'elles avaient simplement manqué de chance. Il y a eu une version de ce vendredi où nous avons tout annulé. Castellan nous l'a exposé dans la camionnette avant que Ren n'entre. Le micro pouvait tomber en panne. L'enregistrement pouvait être irrecevable si Delphine disait une seule chose de travers pour l'effrayer. Et il n'y avait aucune garantie que Ren tiendrait le coup pendant 45 minutes. Assise en face de la femme qui avait passé 2 ans à réarranger son deuil comme des meubles. Ma sœur a écouté tout cela sans ciller et a dit qu'elle y allait quand même. Je me tenais sur le parking devant un immeuble de bureau reconverti à 18h40 ce soir-là. Regardant ma sœur vérifier pour la 3e fois le minuscule microphone scotché sous son col. Et je ne parvenais pas à faire cesser les tremblements de mes mains. Peu importe combien de fois je les pressais à plat contre mes cuisses. Mes genoux ont même fléchi une fois, me rattrapant au rétroviseur de la camionnette de Reyes. Et Théo m'a tenu le coude sans rien dire. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire qui n'ait déjà été dit sous une forme ou une autre depuis l'hôpital. Tu n'es pas obligé d'entrer là-dedans, ai-je dit. Si, je le suis, a dit Ren, et sa voix tremblait aussi. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je n'avais pas entendu chez elle depuis 2 ans. Quelque chose de plus proche d'elle-même. Je l'ai laissé utiliser Junie contre moi pendant 2 ans. Je l'ai presque laissé prendre Marlo. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça.
Reyes et Castellan étaient assis dans une camionnette banalisée un peu plus loin, avec des écouteurs et un enregistreur en marche. Je ne pouvais pas respirer en regardant ma sœur traverser seule le parking dans la dernière lumière du soir, ses talons résonnant bruyamment contre le bitume. Son cardigan serré autour d'elle comme une armure qui n'allait pas suffire. La porte des services d'Ascension Vasco s'est refermée derrière elle à 18h52. Et pendant les 41 minutes suivantes, tout ce que nous pouvions faire, c'était attendre. Ce qui est ressorti de l'enregistrement, que j'ai écouté 2 jours plus tard dans le bureau de Reyes, était pire et plus banal que tout ce que j'avais imaginé. Pas d'encens ni de lueur de bougie, mais la voix calme et exercée d'une femme, exposant des chiffres comme un agent de crédit. La marque en croissant a tout confirmé au moment où j'ai vu la photo, a dit Delphine sur la bande, aussi nette et certaine qu'elle avait dû le paraître à Rennes il y a 2 ans. Ce genre de continuité n'attend pas que vous soyez prête. C'est pourquoi la fenêtre a une date de clôture. 10 jours après la naissance. Toujours. Ce n'est pas ma règle, c'est celle de l'âme. Puis, quand Rennes, posée, bien plus posée que je n'aurais pu l'être, a demandé ce qui se passerait si elle ne pouvait pas payer le solde avant minuit. Alors le fil se rompt de manière permanente. Je ne peux pas vous promettre une autre ouverture comme celle-ci. Certaines familles n'ont qu'une seule chance. Et elles passent le reste de leur vie à savoir qu'elles l'ont laissé se refermer. C'est la menace de paiement, superposée à l'affirmation sur la tâche de naissance. Superposée à un modèle économique avec 6 victimes antérieures dans 3 États. Qui a donné à Reyes et Castellan ce dont ils avaient besoin. Les officiers sont intervenus 11 minutes après que Rennes soit revenu sur le parking par ses propres moyens. Et Delphine Vasco a été arrêtée cette nuit-là pour exploitation financière d'un adulte vulnérable et pour fraude. Les procureurs citant un chef d'accusation spécifique lié à chacune des 6 plaintes rouvertes, en plus de celle de Rennes. L'histoire a éclaté 2 semaines plus tard lorsqu'un journaliste local s'en est emparé. Et en quelques jours, Petra Linfist et Colombe Chéan se sont tous deux manifestés publiquement. Leur facture côte à côte avec celle de Rennes sur un site d'information, la même ligne de mémo. Étape de transition, imprimée sous 3 noms de famille différents. La certification de conseillère en deuil de Delphine a été révoquée par le Conseil de l'État avant même sa mise en accusation. La femme qui avait dit à ma sœur pendant 2 ans qu'elle savait toujours exactement quand Rennes avait le plus besoin d'elle s'est avérée ne savoir qu'une seule chose. Quand le solde arrivait à échéance. Rennes a pleuré la première fois qu'elle a prononcé le nom de Junie à voix haute dans le cabinet d'un vrai thérapeute, au lieu d'une chambre louée avec des bruits d'océan. Le docteur Farah Whitlock, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes avec 2 décennies de traitement du deuil périnatal, lui a dit, et m'a dit plus tard avec la permission de Rennes, que ce que Delphine avait construit n'était pas du tout un réconfort spirituel. C'était une blessure maintenue ouverte exprès, selon un calendrier. Parce qu'un client guéri cesse de payer. 6 mois après l'audience, le juge HB a levé l'ordonnance d'éloignement à la demande de l'avocat de Rennes, citant sa pleine coopération avec l'affaire de l'État. Une année de thérapie de traumatologie constante, et la propre déclaration de Reyes selon laquelle, sans elle, Delphine serait probablement toujours en activité. Rennes n'a pas demandé à voir Marlo seule. Elle a demandé si elle pouvait venir en visite avec Milo présent, aussi longtemps que je le voulais. Aussi peu que je le voulais, et elle le pensait. Elle est venue un dimanche d'octobre, s'est assise sur le sol de mon salon, les mains sur ses genoux comme si elle attendait une permission qu'elle avait déjà méritée. Et j'ai assis Marlo devant elle. Salut, Marlo, a dit Rennes. Juste ça. Rien de plus. Pas de marque en croissant, pas de continuité, pas de fenêtre se fermant à minuit. Et quelque chose dans sa voix a finalement semblé n'appartenir qu'à elle, à ma sœur. Et non à quiconque ayant jamais évalué son deuil au poids. Plus tard dans la nuit, après qu'elle et Milo soient rentrés chez eux, j'ai trouvé la petite poupée, Reborn, de l'hôpital. Toujours dans un tiroir de la chambre d'enfant. Et au lieu de la jeter, je l'ai postée à Rennes la semaine suivante avec un mot qui disait « Seulement pour Junie. Elle n'a jamais eu besoin d'une remplaçante. Elle avait juste besoin que tu la pleures. »
Pas que tu la remplaces. Ren m'a envoyé une photo par texto 2 jours plus tard. La poupée, habillée d'un minuscule body jaune. Assise sur une étagère dans une pièce qui était autrefois fermée à clé. À côté d'une photo encadrée d'une petite fille qui ne reviendrait jamais. Et qui n'en avait jamais eu besoin.